parfois on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on a une sorte d'instinct ou d'intuition qu'il faut aller quelque part. Et je dis pas qu'il faut partir de façon complètement inconsciente sans rien savoir. Souvent, les intuitions, ça nous mène quelque part, en fait. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne-Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et j'ai le plaisir de vous présenter une véritable histoire de voyage et d'expatriation sur, accrochez-vous, pas moins de 4 continents différents. En 1999, alors qu'elle n'a que 18 ans, Emily décide de tout plaquer pour suivre un jeune Taïwanais, son amoureux, dans son pays natal. Elle y découvre un pays d'aborigènes à la richesse culturelle impressionnante et des paysages à couper le souffle. Elle se met au chinois, et performance tout de même puisqu'elle le maîtrise après 2 ans à peine d'immersion totale. Chemin faisant, Emily rencontre une compagnie de danse et l'intègre en tant que danseuse. Après un peu plus de 4 ans sur place, Emily est prête pour un nouveau départ. Et après un retour express en France, peu vertueux, la voilà en Espagne, à Madrid, puis Séville pour renouer avec les racines de sa famille, mais aussi pour y apprendre le flamenco à la source. Et comme de par hasard, le jour de son arrivée, elle y rencontre son désormais ex-mari, père de sa fille, avec qui elle partira ensuite en Irak tourner un documentaire sur le Kurdistan. Une fois devenue maman, Emily et son mari partent aux États-Unis, à New York, d'où lui vient et d'où elle nous parle aujourd'hui, puisqu'elle y vit depuis 2007. Dans ce tout nouvel épisode, Emily nous parle de son instinct et de comment elle écoute les signaux de son corps pour guider ses décisions. Elle nous parle également d'entrepreneuriat et de maternité en expatriation. Le tout avec énormément de bonne humeur. Franchement, accrochez-vous, on va vraiment voyager et on va aussi bien rigoler. Alors, belle écoute. Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ? Bonjour Anne-Fleur. Alors, je te parle de New York, de Brooklyn exactement. Sympa, donc on n'est pas très loin. Comment ça va ? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire quel âge tu as, d'où tu viens en France et à quoi ressemble ta vie, ta famille, ton quotidien ? Je viens de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Voilà, j'ai grandi là-bas. Je suis partie à l'âge de 18 ans. Okay. Donc, mais j'ai passé la majorité de mon enfance en Corrèze. Donc aujourd'hui, je suis à New York depuis 13 ans. J'ai 40 ans. J'ai une fille de presque 14 ans. Voilà, je suis divorcée. Donc le père de ma fille vit aussi à Brooklyn. Mm-hmm. Donc ma vie de famille, c'est la vie de famille d'une maman divorcée, expatriée qui vit à New York. D'accord. Avec une jeune adolescente. Super, ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je vais essayer de faire simple. Ma première carrière, c'est la danse. Je suis danseuse de flamenco. Ah, génial ! Voilà. Et prof de flamenco aussi. Donc, j'enseigne le flamenco aux enfants et aux adultes. Mm-hmm. Et à côté de ça, j'ai aussi monté une boîte il y a à peu près 3 ans de jouets qui sont faits à la main à New York. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Génial. D'accord. Voilà. Super, bon du coup tu dois être bien occupée entre voilà, la vie de famille, l'entrepreneuriat et la danse à côté, ça doit être assez intéressant ton quotidien. Oui. Ouais, souvent, même, je crois que tous les soirs, je me dis, putain, j'ai quand même réussi à ce que ça tienne sans partir. Ouais, ça doit pas être évident tous les jours. Alors, donc, du coup, tu dis que ça fait 13 ans que tu es à New York. Un truc qui m'a particulièrement intéressée, c'est donc, on va parler de ta vie à New York, mais j'aimerais bien qu'on fasse un gros, je veux dire, avance rapide, l'inverse, retour rapide, retour en arrière, puisque New York est loin d'être ta première expatriation. Est-ce que tu peux dire à quand remonte ta toute première expatriation ? Donc, ma première expatriation, effectivement, il faut remonter assez loin, puisque j'avais 19 ans et je suis partie à Taïwan. Voilà. Donc, vraiment à l'autre bout de la Terre, à une époque où on n'avait pas les iPhones, j'avais pratiquement pas Internet. Ouais, c'était vraiment partir à l'aventure. Ah ouais, totalement. On est en quelle année du coup là ? C'était en 99. Ok, d'accord. 98, 99, ouais.
Ouais, donc effectivement, je suis vraiment partie à l'aventure, on peut le dire. Ouais. Génial. Alors, à quoi ressemblait ton quotidien, du coup, en Corrèze, à l'époque? Et pourquoi est-ce que tu es partie? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai quitté Brive, après le bac. Ensuite, j'ai fait 1 an j'étais en littéraire dans une université, de lettres à Limoges. Puis très vite, ça m'a très ennuyée dans le sens où, heu, j'avais envie de j'avais envie de quitter la France assez vite, en fait, Ah et ouais. sans avoir vraiment un plan précis dans la tête. Mais mon idée, c'était, je vais partir et puis je vais me former à l'étranger. Alors, j'étais déjà danseuse, hein, j'avais fait tout le cursus du conservatoire en danse classique et un petit peu de danse moderne. Mmh. Donc j'avais déjà même si j'étais au tout début de mes études, Tu déjà un je bagage, ouais, exportable. voilà. Donc je pouvais toujours, retomber sur mes pieds et me dire: «Voilà, je vais essayer de percer dans la danse, ailleurs, qui sait?» Ben, en tout cas, j'avais ça et puis, parallèlement, j'ai commencé des études de chinois à Langues Orientales, à Ah Paris. ouais, OK. Voilà, à Dauphine et assez vite en fait, c'était pas vraiment la première année, c'était pas avec l'université, mais ensuite j'ai réussi à me débrouiller pour vivre la les 3/4 de l'année à Taïwan et de passer mes examens en candidat libre pendant l'été, en fait. Donc j'ai réussi à la fois continuer mes études en France et à la fois, vivre et travailler à Taïwan. Ah waouh, d'accord. Enfin bon, il y a quelque chose que je dis pas qui est important. Je pense que Ah dans ah, beaucoup d'histoires d'expatriation, il y avait un homme, il y avait une une histoire histoire d'amour. d'amour. Voilà. Alors vas-y, reprenons depuis le début. Maintenant, Ouais, je veux ouais. la vraie histoire. Bon, ok, on revient. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que sans lui, effectivement, sans la personne que j'avais retrouvée à Taïwan, il n'y aurait peut-être pas eu. En tout cas, pas aussi vie. C'est vrai que c'est souvent enfin, quand on écoute des histoires d'expatriation, c'est souvent un moteur ou c'est souvent l'élément déclencheur, en fait. C'est ça. C'est Ouais. ça. Alors du coup, en fait, pour être sûr de bien comprendre, donc avant, tes 19 ans, tu pas particulièrement cultivé, l'envie, de partir à l'étranger? Est-ce que tu avais déjà beaucoup voyagé toi d'ailleurs pendant ton enfance? Non, justement, pas du tout. Moi, je viens d'une famille qui avait voyagé, qui avait pas mal voyagé en Europe, mais bon, ma mère a une phobie de l'avion, donc on n'a jamais fait de voyage au long cours. Ouais, On n'est jamais allé aux États-Unis ou en Asie ou quoi que ce soit. Et d'accord. c'est intéressant parce que c'est peut-être justement aussi à cause de ça que moi j'ai autant fantasmé sur le fait de partir. Ouais. Euh, Encore plus lointain, exotique et inaccessible presque. Et inaccessible, ouais, quelque chose qui soit, vraiment de l'ordre de l'aventure, en fait. Moi, je voulais vraiment partir à l'aventure. Si c'était facile, ça m'intéressait pas, quoi. Donc j'ai été servie parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, quand je suis arrivée à Taïwan et plein de choses, inattendues. Mais bon, si on revient en arrière, effectivement, l'année de mes 18 ans, j'étais avec un musicien taïwanais qui était, Mmh. violoniste à Paris et qui, juste au moment où j'ai déménagé à Paris pour commencer des études à Dauphine, malheureusement, a perdu son visa. Ça faisait 10 ans qu'il était en France et il travaillait dans un orchestre. Et malheureusement, on n'a pas renouvelé ses papiers. Euh, Mince. ouais, donc en Tu as fait, dû repartir, un peu en voilà, catastrophe? il a dû repartir un peu en catastrophe, exactement. Et moi, en fait, bon, bah, je suis restée quelques mois à Paris. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais aller au printemps, je vais aller à Taïwan, je vais passer 3 semaines et je vais voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je vais m'installer. Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc, action-réaction quoi. Action-réaction. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était, enfin, je veux dire, l'amour de ta vie et c'était pour toi, c'est normal, quoi. Je vais y aller, je veux être avec lui. Oui, il y avait ça. C'était une partie en fait. C'était vraiment, oui, je veux le retrouver, je veux pas que ça se finisse là. Et c'était aussi, en fait, les deux, je faisais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois, je retrouvais quelqu'un que je ne voulais pas perdre, Mmh. et en même temps, Tu assouvissais cette, soif de j'assouvissais découverte, quoi exactement et un rêve, d'aventure. hein, Ouais. un rêve total, hein, et les deux mélangés, c'était chouette. C'était vraiment, c'était incroyable au début. Génial! Ouais, ouais, parce qu'à la fois, bah, j'étais amoureuse et en même temps, je découvrais tout un monde, incroyable, quoi. Taïwan, c'est vraiment un pays et en plus, autant on connaît la Chine, mais vraiment Taïwan, bon, il y a le Made in Taiwan des années 80, hein. Souvent les Mmh, gens c'est vrai. pensent Taïwan, Made in Taiwan. Mais en fait, c'est une île
qu'on connaît très très mal et qui a une richesse incroyable, une richesse culturelle, des paysages à couper le souffle. Bah vas-y, raconte un peu, fais-nous rêver. Ah ouais, je me sens libre de vous faire rêver parce que enfin, je veux dire, c'est le type d'endroit qui est peu connu, dans lequel on va et on a le souffle coupé dans le sens où autant la Thaïlande et les Philippines, il y a des paysages asiatiques qui sont vus et revus partout sur Instagram, autant Taïwan, c'est un pays très, très mal connu en fait. Et c'est un pays superbe parce que c'est une île et c'est une ancienne île volcanique, donc c'est entouré d'une chaîne de montagnes incroyables, recouverte de jungle, donc luxuriant, dans lequel il fait chaud la plupart de l'année, très humide, avec des paysages sublimes, un peu comme la Nouvelle-Zélande. Donc moi, quand tu me dis ça, alors je sais que c'est pas là que ça a été tourné, mais ça me fait penser un peu à Jurassic Park, tu vois, t'arrives en hélico et tu vois une nature hyper riche. C'est marrant parce que il y a quelques années, je suis allée sur une île qui s'appelle Coiba, qui est au Panama, justement là où a été tournée une partie de Jurassic Park. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est je connais ça, je connais ces paysages. Ah, c'est vrai. Et en fait, j'étais de retour à Taïwan, quoi. J'étais vraiment 10 ans en arrière. Parce qu'en fait, j'ai vécu 4 ans et demi à Taïwan. J'ai vécu 4 ans, à peu près 3 ans et demi dans la capitale, Taipei, qui est une mégalopole, un petit peu comme, qui ressemble pas mal à Manhattan, avec beaucoup d'immeubles, très très modernes, avec un métro super moderne. Enfin, ils sont vraiment au niveau technologique, ils sont très 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 en avance. Et à côté de ça, on prend un petit bus, on monte dans la montagne et là on est dans Jurassic Park, quoi. À même dingue. Pas 20 minutes de il faut aller à Chelin, on prend un petit bus, le bus monte dans les montagnes et là on se retrouve à Yangmingshan, le parc national, et c'est vraiment des paysages incroyables. Ah, ça donne envie, dis donc. Ouais. C'est grand comment, Taïwan? Moi, je vais peut-être dire une connerie, mais pour moi, c'était genre à la taille de Monaco, quoi. C'est un peu la ville-État, mais pas du tout. C'est plus grand que ça? Non, c'est plus grand que ça. C'est ça fait peut-être. Alors, je crois qu'il y a 24 millions d'habitants à Taïwan. Alors, au niveau de la superficie, je la connais pas, mais ça doit faire peut-être 4-5 fois la Corse. Ah ouais, c'est une grande île quand même, dans le sens où 25 millions d'habitants et tout le monde n'est pas comme à Hong Kong où c'est très serré. Il y a une densité impressionnante. Non, Taïwan, à part Taipei où il y a effectivement, je crois qu'il y a 10 millions de personnes à Taipei, mais après dans le reste de Taïwan, des fois vous pouvez rouler sur 4-5 heures et vous voyez pas un chat, quoi. Donc non, Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est une grande île en fait. Ouais, intéressant. Tu arrives, donc on est en 99, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça. Tu vas pour retrouver. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle à l'époque ton amoureux? Il s'appelait Teshum. Donc tu retrouves Teshum. Quel est ton plan? Quelle est ta stratégie à ce moment-là? Tu vas aller donc faire de la danse? Tu vas aller enseigner de la danse? Enfin, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as prévu d'ailleurs quelque chose? Comment est-ce que tu envisages ton séjour là-bas? Non, en fait, j'avais rien prévu du tout. C'est ça qui est fou, en fait, à part effectivement, à part continuer mes études, puisque, comme je te l'ai dit, j'étais quand même, je continuais mes études, je recevais mes cours tous les mois. Donc ça, c'était le télétravail avant l'heure. Voilà, le télétravail avant l'heure. Ce serait beaucoup plus simple si c'était aujourd'hui, mais donc ça, c'était, je dirais, le seul cadre que j'avais. Mais le reste, en fait, j'avais pas du tout de cadre et j'étais pas du tout encadrée par une université ou quoi que ce soit. Donc j'étais on my own. Je crois que ça m'a préparée aux États-Unis d'ailleurs. Je sais pas si j'aurais supporté les États-Unis autant si j'avais pas eu cette préparation avant à Taïwan. Sachant que Taïwan, c'est un pays extrêmement capitaliste aussi. C'est pas un pays qui marche comme la France. Vous arrivez, vous êtes cadré, il y a un filet de sécurité. Ça marche un petit peu comme les États-Unis en fait. Voilà. À part ces études, j'avais pas un plan précis dans la tête, mais je me disais voilà, si je peux reprendre la danse, c'est très bien. Si je peux approfondir mes connaissances en chinois, c'est très bien. Donc je vais aller vers là. Et en fait, beaucoup de choses se sont passées sans. Enfin, ça a été surtout des rencontres inattendues. Au départ, je me suis focalisée sur le chinois. Je me disais vraiment, si j'ai envie de travailler dans ce pays, il faut que mon niveau de chinois soit excellent. Donc c'était la première année, c'était un peu mon focus, quoi. C'était la première chose
que je devais travailler. Et ensuite, la deuxième année, j'ai fait une rencontre. Mon ex-copain était violoniste. Souvent, je me retrouvais dans des centres culturels, dans des théâtres. Et dans un théâtre, un jour, j'ai rencontré une compagnie taïwanaise qui s'appelle Taipei Dance Circle. Je pense la deuxième compagnie de danse la plus connue à Taïwan. La première, c'est Cloudgate, d'ailleurs, qui vient souvent aux États-Unis. Et en fait, cette compagnie, ils sont connus en Asie, particulièrement à Taïwan, parce qu'ils ont une signature. Enfin, le chorégraphe avait inventé une danse, en fait, qui se dansait dans de l'huile. Ah ouais. Alors, je sais que ça paraît bizarre, ça, dans de l'huile, mais en fait, c'était de l'huile de bébé, donc c'était une matière très, très fluide, qui ressemble à de l'eau. Et c'était de la danse contemporaine. Et les danseurs portaient des maillots chers, avaient leurs cheveux recouverts, et donc je pense qu'on devait se mettre sur le corps une demi-bouteille d'huile de bébé. Oh, vache. Ouais. Et puis il y avait je dirais 2 centimètres d'huile sur le sol. C'était comme une piscine. Et après, on s'amusait comme des fous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fait exprès, en fait. C'est pour travailler sur tout ce qui est chute, tour. En fait, c'est comme danser dans de l'eau, en fait. Sauf que c'est une matière qui est beaucoup plus il y a une densité dans l'eau, donc c'est impossible. Ouais. Alors que l'huile, on peut danser. Quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils sont connus en Asie parce qu'ils ont inventé quelque chose d'assez incroyable. C'est assez niche, hein. Ouais, complètement. Et visuellement, c'est très, très fort. Hein. J'imagine. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Et c'est la raison pour laquelle je te parle d'eux, c'est qu'en fait, ils ont été un petit peu la fenêtre qui m'a permis de connaître plein d'autres gens et de faire plein d'autres choses parce que j'étais très jeune et je pense que si j'avais pas travaillé avec eux, j'aurais pas eu accès à autant d'opportunités ensuite, en fait. Et alors, à Taïwan, on parle beaucoup anglais ou on parle, parce que tu disais que ta priorité c'était le chinois. Comment est-ce que tu as fait pour te débrouiller du coup? Parce que c'est pas une langue qu'on acquiert, même t'as fait 1 an à Dauphine avant et 1 an sur place, on l'acquiert pas en 2 ans. Enfin, il y a des gens qui passent des décennies à l'appréhender, cette langue. Comment ça s'est passé là-dessus? Alors effectivement, la première année c'était ma priorité, donc je me suis vraiment, je passais 6-7 heures par jour dans mes livres. Ah ouais. Et puis j'écoutais que les nouvelles en chinois, j'essayais de parler chinois. Enfin, j'ai vraiment tout fait pour acquérir la langue le plus vite possible. Mais il faut savoir que les Taïwanais sont des gens super gentils, super accueillants. Donc dès qu'ils voient que vous êtes étrangère, il n'y a pas beaucoup d'étrangers à Taïwan. Il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal d'Américains à Taipei. Mais dès qu'ils voient que vous êtes étrangère, tout de suite ils parlent en anglais. Et le niveau d'anglais est assez bon, en fait. D'accord. Donc moi, j'ai pas eu de problème majeur dans le sens où, à partir du moment où je restais dans la métropole, la plupart des gens arrivaient à parler avec moi en anglais. Et puis au bout je dirais, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à travailler, c'est-à-dire, je suis passée de simplement étudier dans mes livres à vraiment travailler, à me retrouver à partir en tournée, à me retrouver à être dans une immersion totale, en fait. Là, mon niveau de chinois est monté en flèche. Quoi. Ouais, très vite. Donc, et puis, il y avait pas mal de danseurs dans ma compagnie. Il y avait une danseuse qui parlait français et pas mal d'entre eux aussi parlaient anglais. Donc, j'ai pas eu de problème majeur pour communiquer. Super. Je pense que j'ai acquis le chinois assez vite, en fait. Donc, c'est impressionnant. Ouais. Hein. C'est vachement impressionnant. Après, quand on est dedans, je pense que si on part dans le cadre d'un échange et on est plutôt avec des gens de notre nationalité ou des expatriés, l'acquisition du chinois, c'est beaucoup plus long et difficile. Mais quand on est en vraie immersion, ça aide. T'avais pas le choix, quoi. C'est ça. C'est la meilleure recette, de parler, en fait. sinon tu connaîtras personne, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est ouf. Et alors, tu dis que tu partais en tournée, toi qui avais du coup cette soif de découverte, t'as fait un peu le tour de l'Asie pendant ce séjour? Alors oui, j'ai beaucoup voyagé, pas seulement en tournée, mais j'ai aussi fait beaucoup de voyages par moi-même, parce que c'est vrai que Taïwan est très bien placé en Asie. Enfin, la Thaïlande est à 3 heures d'avion, la Chine est à 1 demi-heure, Hong Kong, c'est pas 1 demi-heure. Hong Kong est à 45 minutes de Taipei. La Chine, c'est un petit peu plus long. À 3 heures. J'étais à 3h30 de l'Inde. Ah, c'est dingue, t'es à 3 heures de tout, quoi. À peu près, ouais. Trop bien. Donc, j'ai été au Laos, en Thaïlande, en Inde, en Chine, beaucoup. Ouais, le passeport a été complété, quoi. Ouais. Non, c'était des années vraiment géniales parce que j'avais pas d'enfant, donc j'étais très libre. Très libre
d'explorer en fait, de partir et selon le moment, souvent c'était des rencontres en fait. Je rencontrais des gens et ils me racontaient des histoires ou des voyages. C'était vraiment avant l'ère d'internet parce que le premier voyage que j'ai planifié avec l'aide d'internet, ça a été le Laos et ça a été en 2002 quoi. Mais avant ça, c'était surtout des gens me racontaient. Ouais. Tu Voilà. faisais rêver quoi. Ouais, me faisait rêver, puis boum, je décidais, je prenais un billet, puis je partais. Mais ça, c'est les vraies histoires de voyage. Moi, ça me manque. Ouais. Tu Ça. vois, c'est pour ça que je te demande de nous décrire aussi Taïwan. Tu vois, tu fermes les yeux et tu t'y crois, quoi. Mais tu vas pas sur Instagram où finalement, tu as déjà vu tous les lieux dans lesquels tu vas aller et c'est un côté sympa. Je comprends que c'est un côté sympa, mais ça me manque finalement cet inconnu. Exactement. Et je pense qu'en fait, Instagram, c'est comme une grille qui nous dit, bon, ben voilà, là, tu vas aller là et tu vas voir ça. Et on se sent en contrôle et puis du coup la spontanéité n'est plus là quoi alors qu'à l'époque c'est vrai que ça pouvait être une phrase dans un livre ou ça pouvait être quelqu'un qui m'avait raconté un endroit et boum je disais ah ben voilà c'est là où je vais aller la prochaine fois. Les histoires de voyage, j'ai rien de plus inspirant, ça, c'est clair. Ouais. Et alors, avant de passer à la suite, d'un point de vue culturel, du coup, ton chéri, tu m'excuseras, j'ai oublié son prénom. C'est Shun. Étant un local, du coup, enfin, je veux dire, t'as pu découvrir la culture. Enfin, tu étais un petit peu familière avec la culture taïwanaise? Pas du tout. Ou pas du tout. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu, enfin, du coup, est-ce que tu t'attendais à quelque chose ou pas vraiment? Et comment ça s'est passé? Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'avais une sorte de les idées préconçues que j'avais de Taïwan étaient vachement influencées par la Chine parce que j'avais pu voir ou entendre et en fait j'arrive à Taïwan et ça n'a rien à voir avec la Chine en fait. Enfin, je veux dire c'est vraiment mais deux pays mais qui ont une culture commune, hein, c'est la culture chinoise, mais alors des paysages, un mode de vie et une histoire totalement différente. Dans le sens où Taïwan c'est une île qui à la base c'est de culture aborigène. Et donc, les aborigènes de Taïwan, c'est la même famille que les aborigènes d'Australie, mais légèrement différentes. Ah ouais. Voilà, donc Taïwan, ce sont des aborigènes avant tout, c'est la culture primordiale de Taïwan et c'est une culture de danse, ils ont une culture vraiment sublime. Il y a les tribus de la mer, il y a les tribus des montagnes. Et les Chinois sont seulement arrivés à Taïwan il y a 3 siècles. C'est intéressant, ça. Ouais, et c'était une immigration très très limitée. Hein. Il y avait peu de Chinois en fait. Ils venaient surtout pour le thé parce que le thé en fait avec la terre volcanique, l'humidité, mais c'est vrai, ils ont des thés incroyables. Puis la deuxième vague d'immigration chinoise, évidemment, c'est après l'arrivée de Mao. C'est tous les nationalistes se sont réfugiés, tout ce qui était derrière Chiang Kai-shek et tout ce qui était contre le communisme sont arrivés à Taïwan, ce qui fait que ils ont amené énormément de trésors culturels avec eux. Ils ont un superbe musée et il n'y a pas eu la révolution culturelle. Donc, il y a des maîtres de kung-fu, des maîtres de peinture, de calligraphie qui sont restés à Taïwan, alors qu'en Chine, ils ont été massacrés pendant la révolution culturelle. Donc, en fait, ces deux pays sont très différents. Donc, quand je suis arrivée à Taïwan, j'ai quand même eu énorme choc après choc, en fait. Parce que le pays ne correspondait absolument pas à ce que je m'attendais à trouver, en fait. C'est clair. Et j'adore la culture aborigène. J'avais plein d'amis qui étaient aborigènes. Il y a une ville à Taïwan qui s'appelle Hualien, qui est vraiment sublime, au bord de la mer. C'est vraiment un pays fascinant, quoi. C'est vrai que le fait d'être avec un Taïwanais m'a permis aussi d'accéder à des lieux où j'aurais pas eu accès, de voir des cérémonies. Par exemple, j'ai vu des cérémonies plusieurs fois par an, en fait, les temples. Dans chaque quartier, il y a des cérémonies où ils ont des immenses marionnettes. Alors ça peut être pour la mort de quelqu'un, ça peut être pour célébrer un événement religieux. Et en général, ce genre d'événements sont tenus secrets. Les touristes, ils savent pas en fait. Il y a que les gens locaux qui savent. Et donc j'ai vu pas mal de choses où en fait, effectivement, je me retrouvais la seule étrangère, ou alors on était deux. C'est un sacré privilège. Ouais, c'était vraiment. Et effectivement, si j'avais pas été avec un homme local. En plus, lui, il connaissait très très bien toute cette culture. Ouais, c'est sûr que ça permet d'avoir accès à des choses qui sont à appréhender, quoi, parce que tu t'as pas les clés pour les comprendre. Non, t'as pas les clés. La plupart des étrangers ne parlent pas chinois, donc voilà,
Non, j'ai vu des choses. Je sais que j'aurais pas, si j'avais été une simple visiteuse et sans connaître quelqu'un, j'aurais pas eu accès à beaucoup de choses que j'ai vues. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, Ouais. super. Ouais. Bon, et alors, du coup, donc, tu t'éclates d'un point de vue professionnel, Ouais. d'un point de vue découverte culturelle de la langue, la vie est Ouais. belle, mais Ouais. tout ça s'arrête 4 ans et demi plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi la suite? Faut savoir que cette expatriation, c'était une expatriation de jeunesse, quoi. C'est-à-dire que je suis pas partie avec un projet professionnel, un projet d'entreprise. Je suis vraiment partie à l'aventure. Et la plupart des choses qui me sont arrivées là-bas n'étaient absolument pas prévues. Et notamment, je dois mentionner cette aventure parce que ça a été la plus importante. En fait, quand j'ai été danseuse pendant presque 4 ans à Taïwan et un jour, j'ai fait un spectacle et un homme est venu vers moi et là, il me dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de donner des cours de danse à des aveugles?» Ah, waouh! Et là, je me dis: «Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr!» Et en fait, voilà, cette personne m'a permis de vivre une aventure incroyable avec un groupe d'aveugles. Donc, ce sont pas des danseurs professionnels, ce sont des simples citoyens taïwanais qui tous avaient perdu la vue, soit à la naissance, soit plus tard, et qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la danse moderne. Donc, aucune image aussi dans leur tête. Et voilà, pendant 2 ans, on a fait des spectacles, on a réussi à faire un spectacle au Théâtre National. Non, ça a été vraiment un truc incroyable. Putain, c'est dingue! Ah ouais. Génial. Et en plus, j'ai donné des cours en chinois, quoi. Donc, j'apprenais à des à des Taïwanais aveugles à danser, quoi. Et je leur enseignais en chinois. Et on a réussi. C'est dingue! Mais non, Ouais. félicitations, c'est ouf. Enfin, ça paraît complètement, complètement fou. Ouais. Je trouve pas de mots plus explicites pour exprimer ma pensée, mais Ouais, ouais. c'était fou. C'était fou. Et en fait, c'était où t'y croyais et t'y allais. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit au début. J'ai dit, écoutez, là vraiment. Puis en plus, moi, j'avais 22 ans, quoi. J'étais une petite étrangère, là, avec ma petite voix. La plupart d'entre eux, ils avaient 30, 40, 45 ans, 50 ans. La plupart, c'était des hommes parce que les femmes n'osaient pas, elles avaient peur, elles étaient timides. Donc, je me retrouvais en face d'eux et je leur ai dit, écoutez, si vous me faites confiance, on y va à 300% et je serai avec vous à 300%. Mais si vous y croyez pas, dites-le moi tout de suite. Et c'est vrai que ceux qui se sont embarqués dans ce projet, ils étaient vraiment à fond, à fond, à fond. Et donc ça, c'est ça qui a fait que ça a marché, en fait. Ça, c'est dingue! Ouais, on Trop s'est fait confiance mutuellement, en fait, tout de suite. Et moi, j'aurais dit, voilà, je suis à vous, je me dévoue à vous. bien. Ouais. Maintenant, voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller à fond. Et voilà. Et donc, c'est vrai que cette expérience, une fois que j'ai vécu ça, et une fois, bon, voilà, j'avais un très bon niveau de chinois, j'avais vécu tout ça, et je commençais ah oui, alors, il y a un élément qui fait que j'ai décidé de partir, c'est que, justement, quand on répétait le spectacle des aveugles au Théâtre National, au premier étage du théâtre, donc nous, on était dans la salle expérimentale, et en haut, il y avait une compagnie de flamenco. Ah ah! Oui, parce qu'il y a un lien, en fait. Et donc, j'ai regardé un petit peu leurs répétitions et je me posais déjà beaucoup de questions, justement, parce que j'étais en Asie, j'étais très loin de chez moi. Et je crois que quand on est à l'étranger, on se met à se demander, enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur mes racines et qui suis-je, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui définit, parce que quand on vit en France, on quitte pas la France, en fait, ben on est le monde qui nous entoure, en fait. Mmh. On n'est pas obligé de se poser des questions, mais quand on quitte ses racines pour aller dans un pays complètement différent, mais alors qui n'a Ouais. rien à voir. C'est vrai, tu as euh, raison. ah ouais, ça, du coup, je me demandais, en fait, je dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis française d'origine espagnole? Ouais. Parce que mon grand-père était espagnol. Donc là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir des origines espagnoles, et c'est quoi, en fait? C'est quoi mes attaches, mes racines? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas taïwanaise? Qu'est-ce qui fait que je suis différente d'eux? Et pourquoi je suis différente d'eux? Et qu'est-ce que c'est le fondement de notre culture occidentale qui fait qu'on est si différent d'eux, en fait? Parce qu'évidemment, j'avais aussi des conflits, il y avait des choses que je supportais pas à Taïwan, que je trouvais très, très, très difficiles à vivre, en fait. Et donc, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que je suis différente? Alors, il y avait deux choses qui étaient très difficiles. C'est la culture du silence à Taïwan, c'est-à-dire que quand on a moi, je suis très directe, et en général, je prends le taureau par les cornes, et
S'il y a quelque chose que je dois affronter, j'y vais, puis j'en parle. Et à Taïwan, il y a vraiment une culture dans le travail du silence. On dit pas, on se confronte pas. C'est garder la face, comme on dit. Hein. C'est un petit peu un stéréotype, mais on n'exprime pas en fait ses sentiments individuels. Ouais. Et ça, pour une Française, c'est très 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 compliqué à gérer au quotidien. Ouais. Parce qu'on a le sentiment qu'on ne sait pas ce qui se passe. On vous dit pas. Et moi, je pars du principe opposé. Je pars du principe où je préfère savoir et me confronter au problème plutôt que d'avoir des mauvaises surprises ou bon. Bref, il y avait penser en aveugle, quoi. Ouais. Donc au quotidien, c'était pas toujours simple. Et puis aussi, je crois que mon problème majeur à Taïwan, c'est qu'en fait, tout tournait autour de l'argent. Absolument tout. Et alors, je pense que c'est le monde entier qui est comme ça, mais à des degrés différents, parce que à Taïwan, c'est vrai que la réussite matérielle, autant en France, on le cache ou on le dit pas. À Taïwan, c'est comme aux États-Unis, c'est vraiment très très important. Ah, au sens où on en met plein la vue et il faut le montrer, c'est ça que tu veux dire? C'est surtout qu'il faut réussir, quoi. Et donc, on sacrifie tout au travail. Et donc, moi, je travaillais 10, 12, 13 heures par jour. Et quand je disais j'en ai marre, on me regardait, mais où est le problème? Enfin, c'est quoi ton problème, quoi? Ouais, d'accord. Et là, je me disais, oui, je suis française. Et ben voilà tes racines. Oui, voilà. Et puis aussi, j'avais très envie d'aller en Espagne. Donc, je me posais beaucoup de questions sur l'Espagne. Est-ce que c'est un endroit où j'aimerais vivre? Et puis, finalement, c'est le flamenco qui a décidé pour moi. Ah, alors raconte, parce que du coup, l'Espagne, c'est ta seconde étape, c'est ça? Voilà, c'est ça. Seconde expatriation. Aussi, j'en avais un petit peu marre de la danse moderne parce que je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens, alors que le flamenco, finalement, il y a quand même une colonne vertébrale dans le flamenco, c'est la tradition. Donc, c'est à la fois un art qui permet on peut faire plein de choses incroyables avec le flamenco. C'est très ouvert et en même temps, c'est très traditionnel. Et moi, ce mélange des deux, ça m'allait parfaitement. D'accord. Et c'est vrai que le flamenco te raconte un peu toute une histoire. Tu peux nous en parler un petit peu justement de ce qu'on véhicule par le flamenco, de ce qu'on peut même comprendre, je trouve, de la culture espagnole par cette danse? Ouais, bien sûr. Alors, le flamenco, il y a énormément de styles, de ce qu'on appelle des palos, c'est-à-dire il y a la solea, la bulería, chaque type de danse souvent vient d'une ville en particulier en Andalousie. Par exemple, Jerez est spécialisé dans les bulerías, Séville, c'est les sevillanas, Cadiz, c'est les tangos. Et donc, chaque ville, en fait, a un langage de danse particulier. Et il faut savoir que même si le flamenco est espagnol avant tout, les racines du flamenco sont dans la culture gitane. Donc c'est souvent dans les versets des chansons, dans les poèmes qui sont chantés, c'est souvent des histoires d'emprisonnement, d'amour impossible, d'amour contrarié. C'est assez tragique en fait. Voilà, et donc c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est une danse en fait qui c'est avant tout raconter une histoire. C'est pour ça que ça se danse en petit comité, ça peut se danser dans un restaurant, n'importe où, dans une galerie, un théâtre. Et en fait, l'idée, c'est de faire vibrer le public, de partager quelque chose de très fort avec le public. Voilà. Et alors donc du coup, ce nouvel amour, l'envie de voir autre chose, autant d'un point de vue, je dirais de nouvelles danses que de nouveaux pays. Comment est-ce que ça t'a amené à arriver en Espagne? Est-ce que tu es repassé par la France? Oui. Est-ce qu'il y a eu rupture avec le chéri à Taïwan? Oui, il y a eu rupture qui a précipité un petit peu tout ça. Mais également, le fruit était mûr, quoi. C'est-à-dire que au niveau amoureux et professionnel, c'était le moment de rentrer. C'est l'heure de rentrer. Par contre, au moment où je suis arrivée en France, je me suis dit, mince, j'ai pas du tout l'impression que c'est l'heure de rentrer en France. Alors, ok. J'ai utilisé mon instinct un petit peu parce que je me retrouvais à une sorte de carrefour de ma vie où je pouvais rentrer en France, me poser à Paris et être traductrice. D'ailleurs, j'ai trouvé un boulot en 3 heures. C'est pas vrai. Si, je suis arrivée à Paris, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, je lui ai dit, je suis de retour de Taïwan, t'aurais pas besoin de quelqu'un pour traduire à l'école? Ah bah si, on a besoin de toi. Parce que c'est vrai que, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris avec, j'étais complètement bilingue en chinois, c'était vraiment
Bon, bien sûr, j'ai réussi à l'avoir en 3 heures parce que c'est un contact et que je dis pas que c'est toujours aussi facile, mais c'est vrai que c'était comment dire, Une compétence recherchée, quoi. voilà, merci, une compétence recherchée à l'époque. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui parlent chinois parce qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais très bien pu rester à Paris et puis être traductrice ou voilà. Et je suis arrivée à Paris, je me suis dit non, mais c'est pas du tout ce que je vais faire. Je le sens pas du tout. D'accord. Et pourquoi? T'as une idée de ce qui c'était le job qui te passionnait pas ou c'était Ouais, c'était ça. Et puis je trouvais qu'il y avait pas la assez de vie? challenge. C'était juste trop facile, quoi. Une langue que tu maîtrisais parfaitement, vraiment pas intéressant du tout. Non, mais je veux dire, être en France et là, ouais, c'était retour un peu Ouais. à la facilité. Enfin, l'aventure était entre guillemets un petit peu éteinte. Mhm. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis fait embaucher par une compagnie de danse qui me dit. Donc, j'arrête le boulot à Paris parce que ça m'ennuyait et je me fais embaucher par une compagnie de danse. Une semaine après, ils me disent oh, on vient de décrocher un contrat en Chine. On est parti en Chine en novembre. Ah, c'est vrai, t'es retournée? Mais oui, je dis mais c'est pas possible, ça me colle aux fesses quoi, c'est pas possible. Donc j'y retourne un mois et puis là vraiment je réfléchis, je me dis non mais c'est le moment d'aller en Espagne en fait. J'ai trop envie de retrouver mes racines, de comprendre mes racines espagnoles et puis d'apprendre le flamenco. Et puis on verra, hein, je dirais on verra. Ça c'est le genre de choses qu'on fait quand on est dans la vingtaine quoi, quand on peut changer de vie. Ouais, Tu tu peux te sais. le permettre, mais bien sûr, exactement. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Tu parlais espagnol du coup? Oui, je parlais espagnol, bon, niveau scolaire, hein, Mhm. pas bilingue, mais je me débrouillais. Puis quand on, quand on se débrouille en chinois, après, toutes les langues nous paraissent hyper faciles. Donc voilà, ça a été assez simple en fait, comparé au casse-tête du chinois. D'accord. Et alors, t'es partie où en Espagne? Alors, je suis arrivée à Madrid d'abord, et puis je suis restée 3 mois à Madrid. Et assez vite, en fait, alors je prenais des classes, hein, 6-7 heures par jour. Ah Mais ouais. assez vite, en fait, non seulement on m'a conseillé, mais je me suis rendu compte que si vraiment je voulais comprendre le flamenco à la racine, si vraiment je voulais bien l'apprendre, fallait que j'aille dans le sud, donc en Andalousie. Ce que j'ai fait, j'ai tout laissé. J'avais un petit job et puis j'avais un appartement à Madrid, mais je me suis dit non, non, faut que j'aille dans le sud, quoi, parce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Encore une fois, j'avais pas un projet. Ouais, c'est peut-être un message aussi pour tous les personnes qui désirent s'expatrier, c'est que parfois on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on a une sorte d'instinct ou d'intuition qu'il faut aller quelque part. Et je dis pas qu'il faut partir de façon complètement inconsciente sans rien savoir. C'est bien aussi d'essayer d'affiner un petit peu son intuition, de comprendre, d'aller creuser un petit peu, de se préparer. Mhm. Mais souvent les intuitions, ça nous mène quelque part en fait. Ouais. Ça se précise juste, il faut y aller, il faut faire le pas, puis ça va se préciser au fur et à mesure en fait. Ouais. Parce que ça s'est passé pour moi à Taïwan comme ça s'est repassé exactement la même chose en Espagne où j'ai suivi mon intuition et en fait, il y a quelque chose qui se dévoile petit à petit en fait, pas après pas. Ah, Et en c'est fait, après, intéressant ce que tu dis, c'est vrai. ouais. Et on comprend mieux au bout de 1 mois, 2 mois ou 6 mois, on comprend mieux pourquoi j'avais cette intuition. Et pourquoi t'es là, quoi? Et pourquoi t'es Finalement. là? Alors c'est pas grave si on le sait pas tout de suite. C'est ça que je veux Ouais. dire. Il faut y aller, faut sauter dans Ouais, le sauter vide le pas, ouais. ouais, Et sauter le je pense pas que c'est bien que tu le dises, effectivement, ouais. parce que surtout maintenant, enfin moi j'ai l'impression qu'on a tendance à tout surpréparer, en fait, à Ah ouais, vouloir être totalement. absolument prêt, à vouloir avoir absolument conscience de tous les risques qu'on va peut-être prendre, de qu'est-ce qui risque de se passer, voilà, avoir un plan B pour tout, quoi. Et Mm. moi la première, hein, il y a pas de, c'est pas du tout une critique, mais c'est Non, tu constates. Tu constates je que pense c'est. qu'effectivement, on gagnerait quoi à suivre un peu plus nos intuitions. Nos intuitions sont généralement très bonnes et c'est un Oui, truc qui s'apprend quoi, à savoir écouter son corps, qui sait ouais. généralement bien avant notre cerveau ce qui est bon pour nous et ce qu'on va faire. Donc non, c'est bien de le redire. Je sais pas si c'est le fait d'être danseuse, mais je sais que dans la danse, par exemple, on écoute constamment son intuition en fait. Très souvent, on est sur le point de chuter ou sur le point de. En fait, quand on est dans le corps, il y a énormément de messages qui nous parviennent et il faut toujours faire confiance en fait. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça que moi, Ouais, j'ai peut-être un peu moins écouté mon mental. Parce qu'évidemment, le mental, lui, il veut tout contrôler. Il va avoir c'est ça. plan A, B, C, D, E, F, G, H. Exactement. Et c'est normal, c'est la nature humaine. On veut pas.
on ne veut pas se tromper, on a peur, c'est normal, tout le monde a peur avant de sauter le pas, mais c'est plus l'intuition, en fait, elle sait des choses que nous, on ne sait pas. Et c'est pas grave si on ne sait pas, parce qu'on saura plus tard. C'est ça que je veux dire. Faut laisser les choses un petit peu se faire aussi, et puis se dévoiler, même si on ne sait pas trop où on va, on y va. Il y a une raison pour laquelle on y va. Ouais. Non, c'est clair. Et notamment, ce qui est assez fou, en fait, c'est que quand j'ai quitté Madrid, je suis arrivée à Séville. Le premier jour où j'arrive à Séville, j'ai rencontré mon ex-mari américain. Donc, bah là voilà la raison. Mais oui. Donc, tu maîtrises le flamenco, qui était quand même un des objectifs premiers. Tu renoues avec tes racines. Tu vas sur les traces un peu de ta famille en Espagne. Et en plus, tu rencontres du coup le père de ta fille, c'est ça? Exactement. Ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. Moi, j'étais en mode. Je suis arrivée en Espagne, je dis mais alors je vais vivre comme une nonne, quoi. Je vais me dévouer au flamenco, pas d'homme, parce que sinon ça va interférer avec mes projets. Et si ça se trouve, je vais me retrouver au Mexique avec un Mexique. Non, non, je m'étais vraiment mise dans un état d'esprit de reconstruction. C'est pas forcément facile de passer de Taïwan à l'Europe. Donc, voilà. Donc finalement, je me disais, il faut que je reconstruise toute ma vie, quoi. Ma relation est finie. Même ce que tu disais, que les Taïwanais sont beaucoup à garder les choses pour eux. Je veux dire, la culture du sud de l'Europe, c'est le contraire. C'est ça. Ah ouais, mais ça m'a fait un bien fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça t'a fait du bien finalement de passer à un autre extrême, quoi. Bah, c'était pas mal Taïwan, parce que c'était le challenge de l'aventure et de justement d'explorer une culture qui a radicalement opposée avec la mienne. Et en Espagne, j'ai eu l'expérience opposée, c'est-à-dire que je me sentais, c'était comme un bain dans lequel la température était exactement celle de mon cœur, en fait, de mon âme. C'était vraiment, j'étais dans un bain, j'étais en harmonie totale avec. C'était vraiment génial. C'était un immense bonheur. C'est tous les mois que j'ai vécu en Espagne. Ah ouais. Tu sentais ta place, quoi. Ah, je me sentais mais un poisson dans l'eau. C'était vraiment ça. C'était le bonheur absolu. Et c'est vrai que je pensais rester des années. Vraiment, mon projet. Là, par contre, j'avais un projet. J'étais plus âgée. Enfin, j'avais 24 ans et je me sentais prête pour le flamenco. Mon projet, c'est de rester 3-4 ans. Parce que quand tu dis que je maîtrisais le flamenco, non, à l'époque, j'étais vraiment, je faisais des pas de bébé, hein, comme on dit baby steps. C'était vraiment, parce que le flamenco est une danse très, très, très difficile. On dit qu'il faut toute la vie pour l'apprendre. Et du coup, moi, j'étais vraiment au tout début. Mais je me disais, bon, si je reste 4 ou 5 ans, je vais, c'est bon, quoi. Je vais arriver à un niveau où je vais peut-être même pouvoir danser en Espagne, me produire en Espagne ou en France ou ailleurs. Mais j'avais pas prévu le mari. Et alors, comment tu l'as rencontré? Raconte-nous un peu. Et alors, ce qui est fou, c'est que je l'ai rencontré par une amie taïwanaise. C'est ça qui est dingue. C'est comment les choses se relient, en fait. Non, mais un truc de malade. Et tout est toujours lié, c'est complètement incroyable. Parce que j'arrive à Séville et là, j'avais prévenu mes amis que je déménageais à Séville. Et là, je reçois un email d'une amie taïwanaise, une peintre, qui me dit « Ah ben, je viens d'arriver à Séville, donc on peut se voir ?» Et je me dis « Ah putain, c'est fou qu'elle soit à Séville, moi aussi, bon. » Et puis elle me dit hier j'ai fait le portrait d'un très beau jeune homme et puis il m'a invité à manger, viens, je t'invite, viens avec moi, je suis sûre qu'il sera content et tout. Et ben c'était voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon ex-mari. Génial. Qu'est-ce qu'il faisait lui en Espagne? Alors lui, en fait, il est américain et il est un Américain, en fait, qui est d'origine irakienne kurde. Donc il est kurde. Et en fait, il venait de passer 1 an en Irak, une année assez difficile, parce qu'il avait travaillé avec l'armée américaine. Il traduisait le président kurde pour l'armée américaine. Et il avait vu des choses pas faciles. C'était pendant la guerre. Hein, donc, Et il s'est dit, bon, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai pas mal souffert, je vais me faire plaisir. D'accord. Et voilà, il a pris un billet pour l'Espagne et il a décidé de faire une année sabbatique en Espagne. D'accord. Et il venait d'arriver, il en était où, lui, de son séjour il en était aux 3/4. D'accord. Peut-être la moitié. Ouais. Donc, il avait vraiment une vie de pacha, quoi. Il vivait, il apprenait l'espagnol. Et puis, donc, c'est vrai que les premiers mois qu'on a vécu, c'était vraiment chouette parce que moi, j'étudiais le flamenco, puis lui, il était libre comme l'air, quoi. Donc, c'est pas mal. Et alors, quand tu l'as vu, ça a été coup de foudre direct?
Ah bah c'était pas mal parce que moi je pouvais parler en chinois avec ma Ah, copine et lui poser plein de questions sans que lui comprenne. C'était génial. t'étais sûre au moins qu'il parlait pas chinois? Ah oui. À ce jour, il n'est toujours pas avoué qu'il était en fait bilingue chinois. Non, 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 parce qu'il m'a suivi à Taïwan après. Je l'aurais remarqué. Non, non, je lui ai demandé évidemment s'il parlait chinois, s'il comprenait. Puis après, là, quand j'ai su qu'il parlait pas, j'ai posé toutes les questions parce qu'il il m'intéressait tout de suite. Et Excellent. voilà, donc on a été ensemble assez vite en fait. Mhm. Et ça a changé tous mes projets, tous les projets que j'avais Enfin, au début, ça n'a pas tout changé. On a simplement décidé qu'on verrait ce qui se passe, sachant que lui, il est américain, moi, je suis française, en Espagne. C'est pas une situation des plus simples. Mais on s'est dit, bon, on va voir comment ça évolue. Puis moi, en septembre de la même année, je devais rentrer à Taïwan pour organiser un festival de danse. Donc ça, c'était prévu. Ça devait durer 3 mois. Et après, c'était un peu mes adieux. C'était un peu l'adieu final à Taïwan. Et il a décidé de me suivre à Taïwan. Génial. Voilà, donc super expérience tous les deux. Lui, il était complètement. Moi, je connaissais très bien Taïwan, c'était un peu comme mon deuxième pays. Lui, il avait du mal. Hein. Ça n'a pas été simple pour lui. Et pendant qu'on était à Taïwan, on parlait beaucoup, beaucoup de l'histoire de son enfance, parce que lui, en fait, il a été réfugié, il a vécu dans des camps en Turquie, puisque Saddam Hussein, en Ah fait, ouais. à un certain moment, a voulu exterminer les Kurdes. Donc sa famille a été victime de ça. Ils ont vécu 3 ans dans des camps en Turquie. Et c'est vrai que ce sujet revenait beaucoup. Il me parlait beaucoup, beaucoup de ses expériences. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais pourquoi moi, j'avais une très bonne caméra que j'avais utilisée dans mes projets avec les aveugles. Et j'avais ma meilleure amie à Paris qui était réalisatrice. Je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas un documentaire sur... C'est tellement incroyable ce que tu Ah ouais. racontes. Ouais, ouais, c'était tellement incroyable ce qu'il racontait sur le Kurdistan, l'Irak. Mhm. Et puis au début, il était là, mais non, mais on sait pas faire les documents. Je me suis dit, mais si, on n'a qu'à l'écrire et puis après on verra. Et puis on n'a qu'à aller en Irak et on verra ce qui se passe. Et ben on l'a fait. Ah ouais, d'accord. Donc après les 3 mois à Taïwan, Ouais. l'étape d'après, ça a été direction l'Irak. Ouais, alors ça a été marrant parce qu'on est rentré à Paris et moi je pensais que j'allais pouvoir avoir un visa pour l'Irak. Donc première chose que je fais quand j'arrive à Paris, c'est j'appelle l'ambassade et ils me disent mais vous êtes folle? Ils me disent il y a que les journalistes qui sont et encore triés sur le volet parce qu'il Ah ouais. il y a eu 4 kidnappings là, les 6 derniers mois. Donc aucun citoyen français ne peut mettre un pied à Bagdad à part si on a une carte de presse. Et j'ai dit bon mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Ah ouais, tu t'es pas du tout dit, bon Ah bah, non, au contraire. mais on peut pas y aller quoi. Ouais, Non, non. tu t'es pas du genre comme ils disent en anglais, to take no for an answer quoi. Ah non, Et- jamais. D'accord. Bah alors du coup, Donc, c'est quoi tes autres options? alors l'autre option qu'on avait, sachant que Bagdad c'est la partie arabe, tout de suite, mon ex-mari m'a dit bah écoute, on va arriver à Istanbul, on va faire 26 heures de bus, on va traverser toute la Turquie et on va rentrer au Kurdistan, donc la partie kurde de l'Irak, à travers la frontière turque, donc turque entre l'Irak et la Turquie. Toute cette partie en fait à gauche de l'Irak, c'est le Kurdistan. Donc techniquement, même s'ils sont pas reconnus comme un pays, ce n'est Mhm. pas la partie arabe. Donc en tant que citoyenne française, j'avais le droit d'arriver au Kurdistan. D'accord. Ok. En fait, sachant que le Kurdistan n'est pas un pays, on est rentré. C'est très bizarre. Rationnellement, je sais pas trop comment l'expliquer. On avait le droit de rentrer au Kurdistan. On a nos tampons sur nos passeports sont les tampons du Kurdistan irakien, mais techniquement, on n'est pas dans la partie arabe de l'Irak, donc on avait le droit en fait. D'accord. Donc tu y vas un peu, je vais dire de manière manuelle. Ouais, c'est Tu peux ça, pas. exactement ça. Et en plus, on n'était pas totalement sûr en fait de notre coup parce que on savait que techniquement c'était possible, mais vu que c'est une partie assez instable du monde, donc Ouais, puis on tout est en peut quelle changer. année là, à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on est en 2004. Ouais, donc Non, 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 c'est encore, 2005, pardon. ouais, c'est encore, enfin on est en plein dedans Oui, quoi. c'est-à-dire il y a plus vraiment, c'est pas dangereux d'y aller, mais c'est pas totalement, c'est pas sécurisé, c'est pas le pays où aller si on veut être complètement. Bien sûr. Voilà. Mais Après, mon ex-mari, il allait pas m'amener là-bas s'il y avait vraiment un danger. non, Après, bien on sûr. Mais alors, jamais allé dans la partie arabe parce que là, oui, il y avait, là, oui. Je veux dire, si vous êtes étrangère, c'est même pas la peine. Là, c'est de c'est la hyper folie dangereux. pure. Mm. D'accord.
D'accord. Donc, tu avais quand même un peu le sens du danger. Et question, ta famille, ils t'ont jamais dit, «Mais Émilie, mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas la tête?» Ah si, bien sûr. C'est leur job, hein, c'est leur boulot. Et comment tu as géré les Je objections? crois qu'encore l'Espagne, parce que quand je suis rentrée en France, je pensais que j'allais me poser, mais non, j'aurais dit je pars en Espagne. Alors là, ça a été ah bon, ok. Mais alors l'Irak, ça a été vraiment, ils ont été mais, enfin, c'est que ma mère, elle comprenait pas pourquoi j'allais là-bas quoi. Ouais. Après bon, je la blâme pas, je comprends. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je pense que si ma fille voulait, je serais pas complètement là-dessus. Moi Mais, non plus. ah oui, Je peux me d'accord. Donc mettre à sa place même toi, tu le dis. aujourd'hui. Ah bah Et oui, parce que si tu veux le niveau de danger, il y avait un danger, mais c'était pas très haut quoi. Donc il y avait quand même un danger, oui. ouais. Donc après bon voilà, on l'a fait. D'accord. Alors vas-y, bah raconte un petit peu. Donc vous allez là-bas. Votre objectif donc c'est d'écrire un documentaire sur ce qu'a vécu donc ton ex-mari. Comment est-ce que vous vous y prenez du coup? Vous avez préparé Oui. ce que vous voulez Alors documenter? Vous avez préparé à qui vous voulez parler? Comment ça se passe? C'est super oui, intéressant ça. le documentaire était déjà écrit. Après, il y avait une partie du documentaire où si tu veux, la vie en Irak, elle est tellement instable. Et en plus, on savait pas si on allait on allait nous autoriser à aller dans tel ou tel endroit. Il y avait un endroit où on voulait absolument aller, c'était Kirkuk, où c'est une région plutôt instable, donc on savait pas. Donc, en fait, on s'est dit selon ce qui va se passer et selon le moment et selon parce qu'en fait, il y a toute une réalité très très instable au Kurdistan irakien qui fait qu'on peut pas totalement tout. On peut pas dire je vais faire ça, 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 ça. Par contre, le scénario du documentaire, Ouais. le synopsis était écrit, donc on avait une structure, et l'idée c'était d'interviewer 4 générations, donc une jeune fille de 12 ans, ensuite une jeune femme de 22 ans, ensuite un homme adulte, et ensuite un grand-père, et ensuite un patriarche, et que chaque âge représentait un âge du Kurdistan et un âge de l'histoire, en fait, de la guerre, de tout ce qui a pu se passer. C'est génial. J'ai Ouais, trop envie ouais. de le voir votre documentaire. Bah, ouais. Alors, c'est un documentaire qui a été monté, qu'on a même réussi à mettre dans un festival à Londres. Et puis ensuite, ma fille est née, et là, enfin, alors, une chose importante à comprendre, c'est que on est en train de filmer ce documentaire. Et c'est très compliqué pour avoir le droit d'aller dans un endroit, tout ça. Comme mon ex-mari avait beaucoup de liens avec l'armée et l'État kurde, on a réussi à avoir. Il y avait une région notamment qui était très importante pour le documentaire parce que c'est là où a eu lieu Anfal, là où il y a eu le génocide de 8700 Kurdes qui ont été gazés. Et en fait, pour aller dans cette région, il faut avoir un laissez-passer. Donc il fallait attendre des jours et des jours et des jours. Et le premier mois, en fait, où on est arrivé en Irak, c'était plutôt le mois où on a préparé tous ces laissés-passer, le côté technique. On a cassé un micro, il a fallu trouver un micro en Turquie, donc mettre en place tout ça. Et en même temps où tout ça se passe, je suis tombée enceinte. D'accord. Donc tu es tombée Voilà. enceinte là-bas. Ce n'était absolument pas prévu. Oui, j'imagine. Alors, on est 2 adultes, on sait se protéger, mais malheureusement, ça arrive. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, ça a tout remis en question. Mais alors, moi, c'était pas du tout quelque chose que je voulais à ce moment-là. Enfin, je voulais des enfants, mais pas à ce moment-là, parce que déjà, on était en Irak, donc c'était pas du tout l'endroit. Ça faisait combien de temps que vous étiez en Irak à ce moment-là? 1 mois. Ah oui, d'accord. Tout début. D'accord. À la fois, j'étais très contente, et à la fois, j'ai commencé à comprendre que ça allait tout chambouler, en fait. Pas seulement ce documentaire, mais le reste de ma vie, enfin, mes projets. Ouais, Donc voilà, donc c'est arrivé, et puis on a décidé de garder notre enfant, et puis et donc malheureusement, on devait rester 6 mois, et on est resté 4 mois. D'accord. Voilà, mais on a quand même réussi à finir le documentaire, et je pense que c'est un bon documentaire. Génial. Ouais, voilà, et qu'on a dédié à notre fille quand il est. En fait, on l'a fini 2 semaines avant qu'elle naisse. Voilà, c'était chouette ça aussi. Un beau signal. Ouais, voilà, tout ça,
s'est fait ensemble, en fait. Et donc, au bout de 4 mois, moi, je suis rentrée en Espagne et j'ai dansé jusqu'au 7e mois, mais bon, doucement. Euh, Ah ouais, même et pas peur. ouais, mais doucement, hein. Vraiment, j'y allais vraiment à mon rythme. Le médecin m'avait dit, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et donc, voilà, donc elle est née à Paris et on s'est dit que le plus simple, c'était de déménager aux États-Unis parce que pour des histoires de papier, et puis bon, lui, il a eu un job à New York tout de suite. Euh, et ça nous paraissait plus simple de vivre à New York, sachant que je parlais déjà anglais, que j'avais déjà une expérience de l'expatriation, plutôt que pour lui de vivre en France. Il ne parlait pas français. D'accord. Donc voilà, ça nous a semblé plus simple en fait. C'est de toute façon, je pense que quand on prend des décisions comme ça, quand il y a deux conjoints qui sont de cultures différentes, de pays différents, il y a toujours un compromis qui se fait. C'est vraiment très difficile d'avoir les deux parties d'avoir un Ah bah bien équilibre sûr, total. Hein. bien sûr. Donc, Non, c'est clair. je dirais que le compromis, moi, je l'ai fait un peu pour mon ex-mari. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'aller aux États-Unis. C'était vraiment le dernier pays sur ma liste. Ah ouais? Oh là là, mais complètement. À la tannée, quoi. Ah ouais, alors j'avais plein d'endroits où je voulais aller hein, après avoir fini mes études de flamenco, mais alors les États-Unis, c'était même pas sur la liste, quoi. Même pas en bas de la liste. Non, même pas. New York, peut-être pas. J'avais vraiment envie de visiter New York, mais non, c'était pas. J'aurais jamais cru en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors donc du coup, tu suis du coup cette fois-ci pour la première fois, tu suis Ouais, quelqu'un en exactement. expatriation et cette fois-ci, vous n'êtes pas à 2, mais vous êtes 3. Donc ta Exactement. fille disait elle avait 2 mois quand vous êtes arrivés Ouais, c'est ça. à New York. Ouais. Comment ça se passe du coup cette arrivée? Donc toi qui aspirais à ces cultures un peu du sud de l'Europe où on se dit tout, où voilà quoi, la communication est quand même vachement moins Ah ouais. codifiée, je dirais. Comment ça se passe ton arrivée en plus à C'est vrai New que les York, qui est Sévillans, ils sont vraiment très expressifs, hyper spontanés, ils te regardent dans les yeux. Enfin, c'est hyper agréable cette partie-là de la vie en Espagne. Après, New York, faut savoir que je trouve ce qui est vraiment génial dans cette ville, c'est que si on a envie de trouver Séville, à New York, on peut le trouver. Ouais. Si on a envie de trouver Cuba, on va trouver Cuba. On trouve tout, en fait. On trouve tout. Donc, faut chercher, il faut être patient. Après, ce sera pas... C'est vrai que moi, quand je suis arrivée à New York, j'avais une nostalgie de l'Espagne, hein, vraiment. C'était pas C'est vrai? facile. Hein. Ah ouais, C'était ouais. une adaptation un peu difficile? Ouais, ça a été une adaptation très difficile même. Parce qu'il y a aussi la transition de devenir maman. Alors, plein de Ouais, ça repères fait beaucoup. changent. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Et en plus, la balance était vraiment, enfin, l'équilibre était vraiment pas bon parce que mon ex-mari, lui, il avait toute une vie sociale, il avait un boulot. Et moi, pendant 1 an et demi, j'ai attendu ma carte verte et j'étais, maman à la maison, quoi. C'était, Ah ouais, donc en plus toi qui n'as jamais pas facile. t'as jamais vécu comme ça fait beaucoup de transitions quand même Ça pour fait une seule beaucoup, ouais. personne en peu de temps, quoi. Disons, je pense que si j'avais pu travailler, si j'avais pu danser assez vite, je pense que je l'aurais mieux. Enfin, je pense que ce serait beaucoup mieux. Ça aurait été moins déséquilibré en fait. Là, ça a vraiment été beaucoup de circonstances qui n'étaient pas ce que mon cœur désirait en fait. Ouais. Heureusement, le fait d'élever ma fille et puis de passer ce temps avec elle, ça l'épanouissement en fait de devenir maman et puis de créer cette connexion avec ma fille, ça en fait, ça faisait que malgré les moments durs, ça allait quoi. J'ai pas fait de dépression, mais c'était pas facile, non. D'ailleurs, cette situation aujourd'hui de quarantaine me rappelle des souvenirs d'il y a 13 ans en fait. C'est un peu la même chose. Ouais. Cette sensation d'être coincé dans une situation et qu'on n'a plus la maîtrise de sa vie. C'est un peu ça, je pense, quand on est danseuse et qu'on peut pas danser, on peut pas travailler, je pense qu'on ressent vraiment le sentiment qu'on est inutile, quoi, que notre vie nous échappe. Donc, en fait, en réaction à ça, j'ai eu une sorte de virus créatif. J'ai fait toute la garde-robe de ma fille, ses jouets, ses vêtements. Je me suis mis à coudre de façon vraiment effrénée. C'est-à-dire toute l'énergie que je pouvais pas mettre dans la danse, je l'ai mise dans la couture. Mais donc dans la création, quoi. Dans la création. Quand je dis que j'ai monté une boîte il y a 3 ans, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai aussi monté une boîte justement l'année de mon arrivée à New York avec ma fille. Ne pouvant pas travailler légalement, j'arrivais pas à admettre de rien faire, en fait. Donc, en fait, je me suis mis à coudre. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont commencé à me dire, mais pourquoi tu vends pas? C'est super beau ce que tu fais.
Moi, j'étais là, mais enfin non, je suis danseuse, je me vois pas vendre. Finalement, au bout d'un certain temps, l'idée a fait son chemin. Et puis un jour, je suis allée frapper à la porte d'un magasin, je leur ai montré les vêtements que je faisais et à ma stupéfaction, elle m'a commandé. Ah, d'ailleurs, c'est un magasin avec lequel je travaille toujours 13 ans après, c'est ça Ouais, qui est fou. tout premier client, quoi. Tout premier client, elle m'a dit, bah écoute, fais-moi 20 hochets, fais-moi 20 kimonos et puis on va voir. Et c'est fou en fait, parce qu'il a suffi de ça en fait, comme quoi des fois il suffit pas grand-chose. Il a suffi de ça et je suis rentrée chez moi, j'étais dans un état mais d'ébullition, mais j'allais conquérir le monde quoi. En fait, il y a eu une sorte de hasard, c'est que Etsy, en fait, ça a commencé en 2007, justement quand je suis arrivée à New York. C'était tout nouveau, tout petit, il y avait quelques milliers de designers et donc je commence une boutique sans trop y croire. Et en fait, je crois que parce que le type de vêtements et d'accessoires que je vendais, je pense que ça avait vraiment une touche européenne. J'utilisais pas les mêmes tissus que les créatrices américaines. Je faisais des choses beaucoup plus sobres. C'est-à-dire qu'en fait, alors je dis les Américains, c'est complètement débile de dire ça, mais il y avait une tendance à l'époque d'utiliser des tissus très flashy, de mélanger rayures avec fleurs, des choses comme ça. Et moi, j'arrivais un peu plus avec le style français, plus traditionnel, d'harmonie des couleurs, des couleurs jaune moutarde, bleu, enfin des couleurs qui étaient pas du tout typiques. Et en fait, ça a cartonné. Donc très très vite, je me suis retrouvée avec 10, 15, 20 commandes par jour. D'accord. Ouais. Et Etsy, ça a pris très très vite en fait. Et pendant 3-4 ans, je dirais, je faisais ça 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'était vraiment... ouais. Ça, c'est génial, d'accord. Ouais, donc du coup, génial, finalement, ouais. tu t'es sortie de cette isolation, de cette quarantaine, du coup, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça, hein. C'était vraiment ça. du congé maternité un peu forcé, du fait de l'immigration, de la nouvelle vie dans un pays qui t'intéressait pas particulièrement. Et finalement, en fait, ce nouveau pays, il t'a, alors, on n'en parle plus trop, hein, du rêve américain, mais finalement, ça a été aussi un petit peu ça, quoi. C'est que t'as pu faire ce que tu voulais, quoi. Enfin, finalement, ça t'a quand même ouvert des portes que tu n'imaginais même pas devant toi, finalement. C'est exactement ça. T'as très bien décrit la situation. C'est qu'au départ, la situation était très difficile et je me disais, la graine ne va pas prendre dans ce pays. Il va pas y avoir de floraison. Ça va pas être comme à Taïwan ou en Espagne. Et en fait, j'ai eu une sorte de surprise totale, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas cherché. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à New York avec une idée, je vais monter mon entreprise. Eux, ils ont un projet très clair. Avec un business plan et voilà, ils arrivent et ils vont se battre bec et ongles pour que ça se fasse. Ouais. Et moi, c'est assez bizarre en fait parce que je demandais rien finalement. Enfin, si j'avais envie de faire quelque chose, mais ça m'est vraiment tombé dessus, sachant en plus que j'étais danseuse, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Quand on est danseur, on est plus serviteur, c'est-à-dire on sert le chorégraphe, on sert la compagnie, on fait ce qu'on nous dit de faire, on est créateur, mais rien à voir avec l'entrepreneur qui lui est il a son truc, il est maître de son temps, de son business. C'est deux positions complètement différentes. Donc, je suis rentrée là-dedans un peu par accident. Et puis ça... un ovni de... Ah ouais, mais totalement. C'était pas du tout prévu. C'est génial. Comme quoi, des fois, quand on force pas trop les choses aussi, les choses viennent à nous. Et c'était du bouche à oreille. Donc, je faisais pratiquement pas de marketing, pratiquement pas de publicité. Et j'avais plein de commandes. Donc, Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, ma fille va à l'école maintenant, elle a commencé pre-K et je me suis dit ça y est, c'est le moment pour moi de revenir à la danse. D'accord, ok. Alors comment est-ce que ça s'est passé tout ça ? Ça a été une transition assez lente en fait. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai arrêté de faire des habits parce que ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi, c'était pratiquement que des habits. J'ai quand même vendu, je sais pas, 12 000 vêtements sur Etsy, donc c'était assez intense. Petit à petit, je me suis dit, bon, j'ai vu l'arrivée des patrons PDF. Et en fait, moi, les vêtements que je vendais le mieux, j'en ai fait des patrons avec des tutoriels, avec des photos. Et ça s'est très bien vendu. Donc, ça m'a permis de faire la transition, de faire moins de vêtements. Parce qu'un patron PDF, une fois qu'il est fait, il n'y a plus rien à faire. Il est fait et c'est ce qu'on vend. Donc ça, c'était bien parce que ça m'a permis de continuer à avoir un filet de sécurité financier et de pouvoir revenir petit à petit dans la danse. Et puis voilà, j'ai
J'ai tout simplement, j'ai commencé à me faire connaître et puis j'ai commencé à faire des spectacles de flamenco et puis les choses se sont un petit peu enchaînées. Tu as dû revivre toi aussi Ouais. de retrouver la scène. Ah ouais, ouais. C'était génial. Génial. C'était bien parce que j'avais à la fois mon business qui continuait d'une autre manière, mais aussi j'avais ma dose d'oxygène et puis je retrouvais un petit peu mon élément naturel, quoi. Et avec quand même la joie de pouvoir faire du flamenco, alors que quand même pendant pas mal d'années à New York, je me suis dit mais peut-être que j'arriverai jamais à revenir dans le flamenco. Parce que c'est quand on devient maman en tant que danseuse, on n'est jamais vraiment sûr qu'on peut revenir dans le métier comme avant la grossesse, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner autant? Est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce qu'on va pas avoir perdu au niveau athlétique? Bien sûr. Puis en fait, je pense que comme j'étais jeune, enfin, je suis revenue dans le flamenco, j'avais, je crois, 30 ou 31. Donc, j'étais encore assez jeune pour retrouver ma forme physique assez vite, en fait. Et puis tu Je étais pense que ça déjà aussi compte en aussi. très bonne forme avant d'avoir ta fille, donc. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'avais continué à m'entraîner aussi les années précédentes. Donc en fait, ça a été une transition qui s'est assez bien passée en fait, pas trop difficile. Ouais. Bon, génial. Et alors, Ouais. du coup, donc la vie à New York, finalement, génial parce que c'est cosmopolite. Tu peux trouver un peu de Séville, un peu de Taïwan, et C'est vrai. et un peu finalement de voilà, c'est une bonne conclusion finalement à ces 20 ans presque d'expatriation. C'est génial. Ouais, parce qu'en plus, je peux rencontrer des gens, je peux rencontrer des Taïwanais ou des Espagnols ici, enfin des gens en tout cas qui comprennent ce que j'ai pu vivre avant, parce que chaque pays m'a laissé une empreinte très forte. Hein. Il y a des choses que j'ai adoptées de chaque pays en fait. Mmh. Et, Ouais, c'est et ça. Ils ont contribué à ton identité tout à maintenant, fait. quoi. Ouais, alors que quand je reviens, par exemple à Brive ou quand je suis en province, les gens ils comprennent, c'est normal, ils ont du mal à comprendre Mmh. on a pu vivre en tant qu'expatriés. Alors dans une ville comme New York, vu qu'on est tous pratiquement, pas tous, mais en grande majorité expatriés, on se comprend tous à peu près un peu les uns Ouais, les autres, je crois quand même. ouais. Ça c'est chouette parce que sachant que j'ai vécu presque plus de la moitié de ma vie en tant qu'expatriée. Vivre ici, finalement, c'est pas mal parce que je me sens pas différente des autres. Et alors, est-ce que tu envisages justement, je sais pas, de voyager avec ta fille, de une autre expatriation ou finalement, voilà, New York, comme on le dit, voilà, maintenant c'est la maison et c'est là que tu as construit ta vie de maman, d'entrepreneur. Bah, c'est vrai qu'au bout de 13 ans et des expériences avec des expériences autant formatrices, alors d'un côté amoureux et professionnel, c'est vrai que je dirais New York, c'est chez moi aujourd'hui. Parce que j'ai vécu des choses les plus intenses, les plus profondes aussi de ma vie jusque-là. Mais par rapport à une possible quatrième expatriation, là, ça va devoir attendre un peu parce qu'en fait, j'ai divorcé il y a 6 ans Mmh. et dans l'accord qu'on a avec mon ex-mari, c'est que moi je reste à New York jusqu'au moins jusqu'à la majorité de ma fille en fait. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est une situation assez spéciale parce que mon ex-mari, lui, ça lui pose aucun problème de rester à New York. Et moi, je suis entre guillemets obligée de rester pour que ma fille puisse voir son père et sa mère. Sinon, j'aurais pu l'amener avec moi en France ou ailleurs. Mmh. Mais j'ai pas fait ce choix parce que je trouve que c'est important pour elle de voir et son père et sa mère. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que du coup, d'une certaine façon, je suis obligée de rester à New York. C'est-à-dire que j'ai pas le choix vraiment de partir. Ouais. Bah, je pense que c'est le bon choix. Je pense Ouais, que ouais, c'est le meilleur bien choix. sûr. Mais du coup, c'est vrai que et entre guillemets, je suis un peu forcée de vivre à New York, mais comme je pense qu'il y a pires endroits au monde que New York, ça va. Même si ça peut être une ville terriblement difficile et même insupportable des fois parce que c'est beaucoup, surtout quand on a son propre business, c'est beaucoup de pression et je crois que c'est Mmh. pas pour tout le monde. C'est pas une ville qui est faite pour tout le monde. D'un autre côté, je me dis que pour quelqu'un qui a mon parcours, c'est peut-être une des meilleurs endroits au monde en fait.
parce qu'à la fois je m'y sens pas différente et en même temps je pense que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que j'ai vraiment l'esprit américain de l'entrepreneur qui veut monter sa boîte, qui va choisir d'être maître de sa vie, de sa destinée plutôt que d'être un salarié et d'affronter tous les dangers et toutes les difficultés et moi je m'y reconnais à 100% là-dedans, donc ça c'est aussi un cadeau je trouve de l'Amérique que j'aurais pas imaginé au départ. Mais je pense que, quand je regarde ma vie, je me dis non, l'Amérique a été plutôt généreuse avec moi, quoi. Bah dis donc, c'est une jolie conclusion, ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner toutes les femmes et hommes de 19 ans qui aimeraient découvrir le monde et à qui on dit ça va pas la tête, il faut que tu fasses quelques plans. Je caricature à peine. Ouais, Voilà. ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à voilà des jeunes qui sortent ou qui sont en pleine étude, qui rêvent d'aventure? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, ça revient à ce dont on parlait avant. C'est que de toute façon, c'est normal qu'on vous dise qu'on vous casse les ailes. Mais si on essaye de vous casser les ailes et que vos ailes, elles se cassent tout de suite, en fait, il y aura toujours de la résistance quand on a un rêve ou quand on a un rêve un petit peu qui sort d'ordinaire ou quand on a, encore une fois, peut-être une intuition ou une étincelle qui vient de nulle part. Il est certain qu'il va y avoir des voix qui vont s'opposer, il va y avoir de la résistance, il va y avoir peut-être la famille qui va exprimer ses peurs. Je dirais c'est normal. Faut pas prendre ça comme une preuve que votre idée est idiote ou ah mais oui mais se dire ah mais je suis bête, évidemment ça va pas marcher. Je me faisais des idées. Non non, c'est normal. Ensuite, faut arriver à mettre ces voix de côté et comprendre qu'elles viennent souvent de la peur, mais que c'est pas avec la peur qu'on avance et je dirais le bon conseil, c'est de se concentrer sur son intuition et accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Et encore une fois, le fait de pas avoir toutes les réponses ne veut pas dire que notre projet est stupide. C'est simplement que souvent, quand on se lance dans l'inconnu, c'est normal aussi de pas avoir toutes les réponses. D'un autre côté, c'est bien aussi de préparer certaines choses et de préparer ses contacts, mettre toutes les chances de son côté. Ça, c'est important. Mais à un moment, faut lâcher prise et il faut y aller, quoi. Donc, je dirais, il y a un moment, faut écouter son intuition et juste sauter, quoi. Ouais, dis donc, si c'est pas du conseil en or, ça, moi, je sais pas ce que c'est. Et on a oublié juste de dire un petit truc quand même, un grand truc. Donc, Ouais. tu fais du flamenco à New York. Le Lincoln Center, c'est quand même... tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait au Lincoln Center et pourquoi est-ce que j'ai envie de t'applaudir? Ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il y a 6 ans, il y a eu un festival, pour parler plus simplement, un concours de flamenco, sachant qu'à Madrid, il y a un concours de flamenco qui s'appelle le Certamen de Madrid. Et en fait, la compagnie de flamenco de New York a décidé de reproduire le même concours, mais à New York. Donc ça s'appelle le Certamen de New York et ça a lieu au Lincoln Center. Et la première année, je me suis présentée et j'ai gagné le premier prix. Voilà. C'est ouf, bravo, Ouais, félicitations, c'est génial. et ce qui est vraiment chouette, et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est que je suis pas du tout quelqu'un qui maîtrise le flamenco. Je pense bien me débrouiller, mais surtout il y a 6 ans, je le débrouillais encore moins bien qu'aujourd'hui, et donc je revenais assez souvent en Espagne. Et l'année en fait de ce concours, j'ai décidé de rentrer en Espagne et pour un mois et d'apprendre une chorégraphie que je présenterai au concours. Et un peu par hasard, la chorégraphie que j'ai apprise, c'est avec une grande danseuse qui s'appelle Ursula Lopez, qui est absolument incroyable. Mhm. Et elle a décidé de faire une danse. C'est une des danses les plus difficiles, je trouve, moi, dans le répertoire flamenco. Ça s'appelle le tarantos. Et tarantos, c'était très difficile aussi pour moi parce que j'avais jamais dansé cette forme de danse, donc je la maîtrisais pas du tout. Mhm. Et donc je me dis, mais tant pis, parce que c'est tellement beau ce qu'elle fait. Et puis je me dis, écoute, c'est pas grave, je la maîtrise pas. Parce que quand même, le premier choix quand tu fais un concours, c'est d'aller vers ce que tu maîtrises, non? Ouais, bien sûr, essayer de gagner, quoi, du coup. Là, tu te dis, Mettre tous ouais, les mais j'ai atouts de beaucoup. côté. Voilà, sachant que le flamenco, c'est très compliqué, tu vas te retrouver c'est un art très complexe et tu te retrouves à danser en live avec des musiciens avec qui t'as jamais travaillé, tu sais, faut Ouais. vraiment maîtriser ton Bien truc sûr. parfaitement. Et moi, je me suis dit, fuck it! J'y vois un signe, c'est tellement beau ce qu'elle a fait. Et certes, je le maîtrise pas du tout. J'en étais même 3 jours avant la compétition à être au téléphone avec un guitariste, à essayer
mieux comprendre le rythme. J'étais vraiment pas prête, mais je le sentais. Encore une fois, on revient à l'instinct. Ouais, ça, t'as su t'écouter et t'as su lire les signes aussi que t'as vu. C'est impressionnant. Ouais, je me suis Belle dit, leçon. Ce Taranto, c'est ça qu'il faut que je danse. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a joué dans le fait de gagner la compétition, parce que tous les autres participants ont présenté des morceaux typiques. Les alegrías, les bulerías, ils sont plus faciles à danser parce qu'ils sont joyeux, et puis tout le monde les connaît. Tu sais que c'est un easy win, quoi. Et en fait, moi, je suis arrivée avec mon Tarantos, qui est une danse assez impressionnante, mais aussi complètement différente, en fait, et qui sortait du lot, du coup. Alors, j'ai pris un sacré risque, parce que si j'avais fait des erreurs, je perdais tout, en fait. Ouais, mais encore une fois, ça illustre ce que j'ai dit, le conseil, en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai appris le Tarantos, j'avais aucune garantie que j'allais gagner avec ça. Il y avait rien qui me disait c'est la danse gagnante, enfin, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que tu maîtrises ça. Non, j'étais vraiment dans le, j'avais aucune garantie, en fait, mais je le sentais et je me disais, à partir du moment où ça vibre, ça résonne, le public va aussi le sentir. Et donc c'est ça que je choisis de faire. Et comme quoi, des fois, on n'a pas toutes les garanties, il faut quand même écouter son instinct. Ouais. Parce que ça a marché, en fait. Je te dis un grand merci. Comme tu le sais. Merci à toi. Merci Anne-Fleur. Merci. Avec un immense plaisir. Tu le sais, juste tu veux me dire la conclusion qui ne se termine jamais. On termine tous nos épisodes par les bons plans de notre invité. Alors, tu as fait tellement de destinations, t'es pas obligé de nous donner, t'es pas obligé de nous donner 3 bons plans à Brooklyn, mais est-ce que tu aurais, 3 expériences, 3 lieux, 3 choses à voir, à vivre, à manger, à faire, je sais pas, à recommander dans les villes, les pays dans lesquels tu as vécu? Alors déjà, Taïwan, je recommande Taïwan tout simplement comme pays par rapport à ce que je disais, qui est un pays qu'on connaît très très mal et qui a des paysages sublimes. Je conseille un endroit absolument incroyable qui s'appelle les gorges de Taroko. Okay. Qui est au centre de Taïwan. Donc, on prend l'avion jusqu'à Taipei et ensuite, il y a quelques heures de train et on se retrouve dans des gorges, c'est-à-dire on est à l'intérieur d'une chaîne de montagnes, dans des gorges avec des cascades incroyables. Wow. C'est incroyable. On peut regarder sur Internet, ça s'appelle les gorges de Taroko. D'accord. L'Espagne, moi, je dirais Séville. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui vont à Séville, mais... je recommanderais un endroit à Séville, c'est un endroit qui s'appelle Casa de la Memoria, qui est sûrement le meilleur endroit pour voir du flamenco. Et New York, un des endroits que j'ai redécouvert récemment et où je me suis dit waouh, c'est incroyable, en fait, c'est Dumbo. Alors Dumbo qui veut dire Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Exactement. Ouais. C'est pas pour te gauler, hein. En fait, Dumbo, j'y étais allée il y a une dizaine d'années la première fois et je connais mal ce quartier et j'y suis retournée pas mal de fois récemment et j'ai été vraiment impressionnée par comment ils ont réhabilité et rénové tous les docks. Donc, ce que je conseille, en fait, c'est juste d'arriver à Dumbo, de prendre la première station de métro qui est à Dumbo, la F, York Street, et puis juste de se balader sur les docks. C'est vraiment sublime et la vue de Manhattan est incroyable. Eh bien, écoute, Émilie, en tout cas, je te dis un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était vraiment super intéressant de faire littéralement le tour du monde en ta compagnie. C'est clair qu'on ne pouvait pas faire ça en 3 quarts d'heure. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation, bel été et à bientôt. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Un immense merci à Émilie d'avoir pris le temps de nous faire voyager, de nous faire littéralement le tour du monde et de raconter toute sa vie, en fait, finalement, toutes ces histoires de voyage. Si vous êtes encore là à écouter ce que je vous dis maintenant, si vous avez écouté jusqu'au bout, alors un grand merci à vous aussi de vous être accrochés, d'avoir fait ce voyage en notre compagnie.
Si vous souhaitez donner un coup de main au podcast, nous aider à nous développer, nous encourager aussi sur ce projet qui nous passionne et qui nous prend aussi beaucoup de temps, il faut l'avouer, rendez-vous sur Apple Podcast et sur vos applications de podcast préférées pour lui donner 5 étoiles et lui mettre un petit commentaire plutôt sympathique si possible. C'est vraiment le meilleur moyen de nous aider à gagner en visibilité. Et puis sinon, bien entendu, partagez l'épisode s'il vous a plu en story sur Instagram. N'hésitez pas à faire parler du podcast, ça nous aide également énormément. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur www.frenchexpatlepodcast.com. Et puis quant à moi, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée, une belle fin de semaine. Et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle histoire d'expatriation. À bientôt!